Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour conclure ce chapitre sur l'érosion et nous allons aborder notamment la question de l'érosion mécanique, encore une fois, avec la glace et le vent, puis de l'érosion chimique. Nous allons tout d'abord commencer avec l'influence de la glace et notamment des glaciers. Vous avez ici le glacier d'Aletsch, mais ce n'est bien évidemment pas le seul puisque vous avez également le glacier du Rhône par exemple, ou le glacier du Trien pour la Suisse, mais par exemple le glacier de l'île de Pin en Antarctique, qui ont un rôle tout particulier justement sur le relief. Et c'est un rôle que l'on peut très facilement observer justement avec l'évolution de ces glaciers. Vous avez ici l'évolution du glacier d'Aletsch entre 1854 et 2014. Vous voyez comment le relief a changé, vous voyez aussi à quel point les glaciers sont aujourd'hui des écosystèmes fragiles que le climat contribue à dégrader quand même considérablement. Ces types de reliefs créent des éléments assez particuliers, notamment les vallées glaciaires, que nous avions déjà très rapidement abordées la dernière fois. En effet, ce qui se passe, c'est que le glacier va se développer, va s'étendre, va avancer et reculer au fil du temps, rongeant ainsi l'ensemble du relief et créant ce qu'on appelle une vallée en auge ou une vallée en U. C'est ce que vous voyez très bien sur ce graphique et c'est ce que vous voyez encore mieux sur cette image. C'est l'exemple de toute la vallée du Rhône qui a été façonnée justement par le glacier du Rhône, comme vous pouvez le voir ici. Cependant, de temps en temps, on rencontre ce que l'on appelle des verrous glaciaires. Les verrous glaciaires, c'est tout simplement une diminution de la largeur et l'élévation du plancher rocheux d'une vallée glaciaire, dans une zone qui a mieux résisté à l'érosion du glacier. C'est ce que l'on retrouve notamment au niveau, vous le voyez, de Valère et de Tourbillon. Ces deux montagnes ont résisté, sont plus dures, et donc ont résisté à l'érosion glaciaire. Et au milieu de cette vallée en U, la plaine du Rhône, on a ces ensembles qui résistent, qui sont de véritables verrous glaciaires. De la même manière, on peut observer dans certaines situations des blocs erratiques. Les blocs erratiques, c'est tout simplement des blocs rocheux isolés, de nature géologique souvent assez différente des roches qui les environnent, et de taille souvent très imposante, qui ont été transportés par le glacier sur des distances parfois considérables. En d'autres termes, c'est des gros cailloux qui ne devraient pas se situer là, puisqu'ils n'ont pas la même composition, pas la même date, d'une certaine manière, que les roches qui les entourent, mais qui ont été déplacés par le glacier. Vous en avez quelques exemples célèbres, par exemple la pierre du Niton, dans le lac Léman, à proximité de Genève, qui sert de point de référence en termes d'altitude au niveau suisse, mais vous avez aussi, pour ceux qui connaîtraient un petit peu la région de Montée, la pierre des Marmettes, qui est un bloc erratique sur lequel on a construit une petite bâtisse, mais qui n'en reste pas moins un ensemble rocheux qui a été transporté par le glacier. Autre type de relief, l'étape glaciaire. Vous en avez tous certainement déjà vu. Il s'agit de ces espèces de parasols où la pierre qui domine une colonne de glace, protège la glace qui se trouve en dessous et évite que celle-ci ne fonde. Ça crée quelque chose d'assez instable, mais aussi quelque chose d'assez extraordinaire. Vous le voyez ici avec des tailles de pierre particulièrement importantes dans certaines situations, et la pierre sert de protection. Autre élément, les moraines que vous pouvez observer à proximité du glacier, c'est tous ces amas de débris rocheux érodés, transportés par un glacier. Vous l'avez certainement déjà vu, on distingue différents types de moraines, moraines frontales, moraines latérales, moraines médianes. Ce que vous pouvez observer par exemple ici sur cette image, vous voyez que dans les abords, mais aussi au milieu du glacier, on a des ensembles rocheux accumulés. Ce sont bien évidemment des moraines. Autre phénomène assez particulier qu'on retrouve dans certaines régions du monde, et par exemple en Suisse, ce sont les pyramides. Les pyramides, ou ce que l'on appelle également les cheminées de fées, c'est ces ensembles par exemple typiques d'Auzegne. Pour ceux qui seraient déjà allés dans la région, vous les avez sans doute remarqués en circulant sur la route qui permet de remonter dans la vallée, puisque ces pyramides sont constituées d'un bloc plus ou moins important qui sert de protection, qui fait office de chapeau protecteur sur des colonnes de roches souvent beaucoup plus fragiles. Et ces chapeaux protègent un petit peu à l'image des tables glaciaires ce qu'il y a en dessous. À partir du moment où le chapeau disparaît, la pyramide elle-même est appelée à disparaître, tout simplement parce que la roche résiste beaucoup moins à l'érosion. Mais c'est quelque chose qu'on trouve par exemple en Espagne, mais qu'on trouve aussi beaucoup justement dans la région d'Auzegne et qui est assez spectaculaire. Autre phénomène, celui des fjords, et c'est le dernier phénomène que nous aborderons en parlant justement de l'érosion glaciaire, c'est ces grandes vallées que l'on retrouve notamment dans le nord de l'Europe, en Norvège par exemple, ces vallées uniques qui ont été érodées par un glacier qui avance
depuis la montagne jusqu'à la mer qui souvent se jettent dans la mer. Et ça forme des vallées inondées assez spectaculaires, typiques justement de cette érosion glaciaire. C'est ce que vous voyez sur cette image, mais c'est aussi ce que vous voyez ici, avec justement ce glacier qui arrive jusqu'au niveau de l'océan ou jusqu'au niveau de la mer, suivant les régions, et qui façonne des vallées entières. Autre élément, l'érosion, liée au vent, l'érosion éolienne donc. Cette érosion crée également quelques reliefs assez particuliers, notamment les arches, que vous pouvez observer ici, et vous le voyez très bien, le vent et tous les sédiments qui sont transportés par le vent va ronger les roches environnantes et va créer des reliefs assez particuliers. Ici, une première arche, ici une autre. C'est quelque chose que l'on retrouve beaucoup, notamment aux États-Unis, dans les régions du Grand Canyon. Même constat pour les roches champignons, relief assez particulier, qui fait un petit peu écho au niveau éolien, aux tables glaciaires qu'on a évoquées précédemment avec le glacier. Vous voyez des bases qui sont souvent assez fragiles, des roches qui sont destinées à un moment ou à un autre à s'effondrer bien évidemment, mais qui ont cette forme assez caractéristique que l'on retrouve également ici, avec une base qui est passablement érodée et une partie supérieure qui reste intacte pendant un certain temps et qui va donner ces formes assez extraordinaires. Autre élément, erg et reg, deux ensembles de déserts. L'erg, c'est tout simplement ce désert de sable avec des dunes qui évoluent au fil du temps puisque la partie superficielle de ce désert va être poussée, déplacée au gré du vent, remodelée sans cesse. Et c'est pour ça qu'il est très difficile de s'orienter dans un désert, tout simplement parce qu'il change de manière constante. Et le reg, c'est la situation inverse, c'est le désert de pierre. C'est une surface très caillouteuse qui a très souvent été débarrassée des éléments fins qui l'a composée par le vent. Donc le vent a arraché les couches superficielles et n'a laissé que les roches qu'il ne pouvait pas transporter. Et donc, l'erg, c'est le désert de sable. Le reg, c'est, vous l'aurez compris, le désert de pierre. Nous revenons ici sur quelques images qui vous permettent d'apprécier un petit peu plus la splendeur de ces paysages. Donc vous avez ici les cheminées de fées dont nous avons déjà parlé. Vous avez ici ces reliefs assez particuliers, tracés à la fois par le vent et par l'humidité, suivant les régions. D'autres également caractéristiques des îles, notamment asiatiques, où vous le voyez, la base de cet élément rocheux est rongée par le va-et-vient des vagues, alors que la partie supérieure reste très largement protégée. Autre élément, le ravinement, qui se fait naturellement, notamment grâce à la pesanteur dans certaines régions, dans certains espaces, où avec le ruissellement de l'eau, on va créer des petites vallées, la pente va entraîner certains blocs qui eux-mêmes vont en entraîner d'autres et qui vont contribuer à l'érosion du sol. Tout ça nous permet de conclure assez rapidement cette partie sur l'érosion mécanique. Et l'heure est venue pour nous de discuter un petit peu d'érosion chimique. L'érosion chimique, vous l'aurez compris, c'est la désagrégation par dissolution sous l'effet de l'eau de certaines composantes chimiques de la roche. C'est souvent ce que l'eau contient, et pas l'eau elle-même, puisque l'eau peut être chaude et peut être acide. Elle peut être, par exemple, particulièrement chargée en CO2. Et le CO2 va attaquer certaines roches, certains ensembles rocheux, à l'image du calcaire, mais aussi du gypse, et va entraîner l'apparition de reliefs assez particuliers. Ce qui va avoir un impact très important, vous en doutez, dans les régions humides, tempérées et tropicales, puisque c'est là où l'eau sera la plus abondante, et c'est là où l'eau, forcément, va s'infiltrer le plus facilement dans les différentes couches, créant ces ensembles que vous connaissez tous, stalagmites, stalactites, pour rappel, le moyen mnémotechnique, stalactite tombe, stalagmite monte, c'est ce que l'on trouve dans la plupart des grandes grottes que vous avez certainement déjà visitées, avec l'eau qui s'infiltre, qui va ronger le calcaire, et le calcaire va se déposer progressivement à certains endroits, s'accumuler en stalactite ou en stalagmite. Cette érosion chimique donne naissance à ce que l'on appelle les karstes. Les karstes, c'est tout simplement des structures géologiques qui résultent de l'érosion hydrochimique de toutes les roches solubles. C'est ce que vous voyez par exemple sur ces ensembles de reliefs, avec des grottes très marquées, des falaises très prononcées, des réseaux souterrains assez impressionnants. C'est le cas par exemple des dolines. Les dolines, c'est tout simplement des dépressions circulaires à fond argileux. C'est ce que vous voyez par exemple ici. Ce qui se passe, c'est que l'eau va s'infiltrer, ce qui va entraîner une dépression. Progressivement, les fissures vont s'élargir, vont augmenter, jusqu'à l'apparition, dans certains cas, d'un trou. Véritablement, c'est ce que vous voyez sur ce schéma, avec cette note humoristique, bien évidemment, pour la vache, mais vous voyez le principe, l'eau s'infiltre, le trou s'agrandit à mesure que les failles
augmente jusqu'au moment où le sol est tellement fragilisé que le trou va apparaître. Et dans certains cas, ça peut amener des choses assez spectaculaires, comme vous le voyez ici. C'est des choses qui interviennent justement à cause de ces infiltrations et à cause de la fragilisation de certains sols. C'est aussi ce que vous voyez par exemple ici, dans certains cas. Autre élément, c'est ce que l'on appelle les emposieux. C'est ce que vous voyez très bien sur ce graphique en termes de paysage karstique, où vous retrouvez assez facilement les dolines par exemple. Les emposieux, c'est tout simplement ces gouffres dans lesquels les eaux s'engouffrent pour réapparaître plus loin. Dans certains cas, la rivière va disparaître, tout simplement. Et elle va réapparaître dans ce que l'on appelle une résurgence. C'est le point de réapparition d'une nappe ou d'une rivière souterraine, vous l'aurez compris. En d'autres termes, la rivière va disparaître, va couler dans un ensemble de réseaux souterrains, puis va réapparaître à un autre point. Un peu comme vous le voyez ici, tout d'un coup, l'eau qui semble sortir de la montagne, tout simplement parce qu'elle s'est engouffrée ailleurs et qu'elle réapparaît à cet endroit-là. Autre élément assez particulier, les lapiers. Les lapiers, c'est tous ces reliefs qui ont été formés grâce au ruissellement des eaux dans des terrains calcaires. Pour ceux d'entre vous qui seraient déjà allés se promener dans les alpages, par exemple, vous avez tous déjà observé ce genre de paysage. Vous le voyez, des roches qui ont été marquées par l'érosion, par le mouvement de l'eau, qui les a striés, qui les a façonnés de manière assez spectaculaire. Donc les lapiers, c'est une autre forme d'érosion chimique, puisqu'ici c'est à la fois, disons, le mouvement de l'eau, mais surtout la composition de l'eau qui va ronger la pierre et qui va créer ces reliefs assez particuliers. Voilà en quelques mots ce que l'on pouvait dire de ces érosions chimiques. Vous le voyez, encore une fois, on passe très rapidement dessus, le but n'étant pas de s'attarder beaucoup plus, mais plutôt d'enchaîner puisque l'atmosphère nous attend encore d'ici le prochain cours. Avant cela, quelques mots encore sur les dépôts sédimentaires. Les dépôts sédimentaires, vous l'aurez compris, nous en avons parlé lorsque nous avons parlé du cycle des roches, nous en avons parlé également lorsque nous avons parlé d'érosion mécanique. C'est tout simplement ces ensembles de roches arrachées par l'érosion qui vont être transportées et s'accumuler dans certaines régions. Pour rappel, on avait déjà évoqué la question des glaciers, et les moraines sont des dépôts sédimentaires. C'est tous ces ensembles de roches qui vont s'accumuler à proximité, soit devant, soit à côté, soit au milieu du glacier, suite à l'avancement de celui-ci. Et c'est ce que l'on retrouve également dans les cours d'eau, notamment au niveau des deltas ou des cônes de déjection. Donc c'est des éléments qui sont très importants, qui participent aussi à la formation du relief tel qu'on le connaît. Voilà, en quelques mots, c'était ce que nous pouvions dire de ce grand phénomène qu'est l'érosion. Érosion mécanique liée à l'exercice d'une force, par la glace, par l'eau, par le vent par exemple, ou érosion chimique liée à l'eau, mais principalement à ce que contient l'eau, notamment si elle est acide, qui va s'infiltrer dans les couches, façonner les reliefs que l'on connaît. La question que vous pouvez se poser, c'est pourquoi, si l'eau s'infiltre, tout n'est pas qu'un réseau de grottes, tout simplement parce que certaines roches résistent mieux, ne sont pas soumises à cette dissolution, tout simplement. Et donc certaines couches vont être imperméables à l'eau, d'autres vont fondre d'une certaine manière, être rongées progressivement et créer ces reliefs que l'on connaît. Tout ça participe à l'élaboration, à l'évolution du relief qui nous entoure, et ça vient clore ce chapitre que nous avons vu donc sur ce grand ensemble, sur ces grands ensembles de reliefs, de la structure de la Terre jusqu'ici. J'espère avoir été clair, au moins le plus clair possible. Encore une fois, je reste à disposition si vous avez des questions quelles qu'elles soient, et je vous souhaite bien évidemment une excellente semaine.